bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, il y a toujours notre ami Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano. Aujourd'hui, je suis tout ému. On a un invité spécial dont le livre est sur ma table de chevet depuis un petit moment. Donc, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de démarrer la semaine. C'est vrai que t'arrêtes pas de me parler de cet invité et puis quand je t'ai dit qu'il était passé dans un des podcasts que j'avais déjà enregistré sur Nakan, tu m'as dit il faut absolument qu'on l'invite aussi sur Devenir triathlète. Donc, cher invité, bonjour à toi. Je vais pas révéler ton nom tout de suite. On va laisser un petit peu de suspense, mais déjà, bonjour. Bonjour, guys. Alors, on l'aura peut-être un tout petit peu reconnu à ton accent. Là, il y a un Belge, à l'occurrence Olivier, un Français, votre serviteur, et puis un Canadien, plus précisément un Québécois, n'est-ce pas? Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Moi, je suis originaire de la Suisse. Immigré au Lac-Saint-Jean, au Québec, quand j'avais 10 ans. On a toutes les nationalités. On représente bien la francophonie aujourd'hui, oui. Trêve de plaisanterie, cher invité. Nous avons l'habitude, dans ce podcast, de donner la parole à notre invité, justement, dans le premier épisode de la semaine, pour se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui es-tu ? Quel âge as-tu, si tu veux le partager? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu œuvres dans le domaine du sport? Alors, je garde le nom pour la fin parce qu'on l'a toujours pas dit. Donc... Non, vas-y, tu peux le dire. Vas-y. Mon nom, c'est Blaise Dubois. Je suis né en Suisse en 1973, immigré au Lac-Saint-Jean, 2 heures au nord de la ville de Québec, au Québec. Et en fin de compte, j'ai grandi sur une ferme là-bas avant de me passionner pour la course à pied, le sport, la physiothérapie, faire mon cours universitaire à l'université de Laval dans la ville de Québec et de devenir physio, de travailler dans les cliniques de physiothérapie PCN, duquel je suis devenu un des copropriétaires. Et après ça, en 2008, de construire la Clinique du Coureur, qui maintenant est un organisme qui œuvre dans une quinzaine de pays à travers le monde, qui enseigne les meilleures pratiques sur la prévention des blessures et le traitement des blessures en course à pied. Et on est rendu 63. On enseigne en 6 différentes langues. Je pars dans 2 jours en Italie. Malgré tout ce qui arrive, là, on recommence à vivre un petit peu. Et voilà. Donc, de façon très synthétique, je finirai en disant que j'ai 4 enfants, je suis grand-père d'une petite fille, j'ai une blonde que j'aime et voilà. Je sais qu'en Belgique, on dit aussi physio. Physio, Blaise, tu peux nous rappeler ce que c'est? Je crois qu'en français, on parle plutôt de kinésithérapeute, n'est-ce pas? Exactement. Alors, on a la même profession, on a les mêmes patients. Le cursus en France évolue en accéléré et j'en suis vraiment très heureux. Entre autres, ça devient un master universitaire. Je crois que ça a été décidé il n'y a pas très longtemps de façon finale, pas en français, me semble-t-il. Alors au Québec, on a la chance d'avoir l'accès direct, donc pas besoin de prescription médicale. On a une expertise sur le diagnostic qui est très poussée. On a des pratiques avancées aussi sur la prescription de radio et de médication qui commencent à être en place. Et on étudie dans les facultés de médecine au Québec, ce qui donne une liberté, en fin de compte, de praticien qui est vraiment intéressant et une expertise qui est très riche. Et on voit que la France, en fin de compte, il y a toute une nouvelle génération de kinés français qui pousse dans ce sens-là. Et là, c'est en train de débloquer. Donc, je suis très heureux d'aller en France très fréquemment, d'avoir beaucoup de collègues kinés français. Je connais le haut niveau d'expertise aussi des kinés français et voilà, moi j'espère juste qu'ils aient très rapidement l'accès direct, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de cette prescription médicale d'un médecin qui, s'il n'est pas médecin du sport, a souvent des compétences très limitées en musculo-squelettique, malheureusement, et que le kiné a une place à prendre dans ce marché-là, certainement. Je te l'ai dit, dans ce podcast, le premier épisode de la semaine, il est consacré véritablement à notre invité, un peu à son cursus, à son histoire. Toi, déjà, d'un point de vue sportif, avant de passer sur l'aspect physio ou kiné ou musculo-squelettique et autres, sur l'aspect sportif,
Quand est-ce que tu as découvert le sport? Est-ce que tu pratiques toi-même et quand est-ce que ta pratique s'est intensifiée? Alors moi, j'ai grandi dans les montagnes suisses, dans les Franches Montagnes, dans un petit village qui s'appelait Seux, entre autres, avant d'immigrer au Québec. Et j'étais très actif. Je bougeais beaucoup, je courais partout. Je partais le matin, ma mère avait aucune idée où j'allais. J'avais 7, 8, 9 ans. Je me souviens que c'est à l'âge de 7, 8 ans à peu près, je suis parti à la course voir ma grand-mère qui était à 7 km dans un village en bas de la montagne. Et j'ai dit à ma mère, je vais partir à la course pour aller voir ma grand-mère. Et ça a été le début, en fin de compte, de mon histoire avec la course. C'est-à-dire découvrir le plaisir qu'on peut avoir à produire des endorphines et à avoir chaud et à se laisser aller. Et je me souviendrai toujours de ce premier jogging parce que il faisait très chaud, j'avais surchauffé un peu et j'étais arrivé chez ma grand-mère et là, le verre d'eau, les klopfnies, tout ce qu'elle m'avait cuisiné, là, c'était magique. Et je suis tombé en amour avec la course à pied cette journée-là. Après ça, on a immigré au Québec. Alors au Québec, j'avais un mini talent pour la course à pied à l'école parce que bien évidemment, à l'école, je gagnais les 1000 mètres et les cross-country régionales, les petites courses. Mais après ça, on fait les championnats régionaux et là, on se place sur le podium. Et là, après ça, on va au championnat provincial. Là, on se fait complètement démolir, mais au moins, on voyage, on se fait des copines. Et en fin de compte, il y a cet amour pour la course à pied qui a grandi comme ça à travers mon cursus secondaire, je vais dire, au Canada. Et après ça, en fait, j'ai couru après ça pour le Rouge et Or à l'Université Laval. Dans le temps, c'était pas très relevé. Moi, j'étais un très mauvais coureur. J'étais un coureur de 800 mètres initialement. C'est là où j'avais les meilleures qualités. Mais pour vous donner des chiffres, pour vous montrer comment j'étais pas très bon, j'ai jamais réussi à briser le 2 minutes. Donc, j'ai fait 2,01. Et finalement, comme sur 1000 mètres, j'ai fait 2,41. J'ai jamais brisé le 2,40. Et voilà. Donc, j'étais un coureur de cours, pas très bon, mais qui avait une passion pour la course à pied qui était importante. Et je me suis dit, si tu vas aller aux Olympiques, c'est clair que c'est pas comme coureur que tu iras. Donc, deviens physiothérapeute. Et là, j'ai fait mon cursus à la faculté de médecine de l'Université Laval en physio. Et j'ai commencé à travailler avec l'équipe canadienne d'athlétisme en 2001. Et j'ai eu la chance, encore une fois, de faire plein de jeux. Les Jeux de la francophonie, les Jeux Paname, Championnat du monde universitaire et ainsi de suite. J'ai fait tous les continents avec l'équipe canadienne. Donc, toujours des voyages de 2 semaines à peu près. On arrive là en camp d'entraînement, on vit les Jeux, on revient. Donc, pas un suivi adéquat avec les athlètes, c'est plus éteindre des feux, être sur place, mais quand même vivre des expériences très riches comme humain, avec plein de gens vraiment cool. Et c'est un peu ça mon histoire de course. Et là, comme coureur de 800 mètres, je me suis recyclé en coureur de route, parce que quand la piste a terminé, j'ai commencé à faire du 5 et du 10 km. Alors là, j'étais encore plus mauvais. Mon meilleur chrono sur 5 km, c'est 16,56. J'étais vraiment... Et après ça, un jour, j'ai décidé de faire un marathon avec un ami qui est tombé à la retraite, qui est David Gill, qui lui est un coureur de 800 mètres qui faisait quand même une 47, qui était sur l'équipe nationale, que j'ai entraîné pendant plusieurs années et avec toute une équipe autour de lui, bien évidemment. Et après ça, on a fait un marathon ensemble. On s'est enregistré un marathon comme ça pour le plaisir. Et c'est un peu après que j'ai commencé à faire de l'ultra-trail, du pseudo-ultra-trail. Le plus long que j'ai fait, c'est 75 kills. Parce que finalement, tous mes entraînements, quand tu deviens un petit peu plus vieux, tu préfères partir dans le bois qu'aller sur la route. En tout cas, c'est mon cas. Au Canada, des sentiers dans la forêt, il y en a des magiques. On peut courir des kilomètres et des kilomètres. Et comme je ne m'entraînais qu'en trail, j'ai commencé à courir en trail. J'ai commencé à découvrir le trail dans mes voyages aussi vers l'Europe parce qu'au Canada, c'était pas aussi développé. Alors, quand tu vis le marathon du Mont-Blanc, l'UTMB, c'est sûr que ça allume un peu. Un peu plus tard, la Diagonale des Fous. Là, c'était vraiment dans le piton de l'Exas. Quand je suis rentré dans le cirque de Mafate pour aller voir ce qu'il en était, c'était vraiment particulier. Et là, j'ai eu, depuis donc maintenant, je vais dire 15 ans peut-être, je ne fais que du trail et au grand plaisir, à mon grand plaisir. C'est une longue introduction sur la course à pied, mais bon. Il y a plein de choses à voir. Évidemment, il y a plein de questions qui émergent. Quand tu accompagnes des équipes en tant que kiné comme ça pendant 2 semaines, comment ça se passe? Tu fais quoi? C'est quoi ton rôle finalement? Alors, il y a des jeux où c'est des jeux un peu plus petits où on joue vraiment le rôle du médical. Je me souviens d'avoir géré des trousses de crème antibiotiques et de toutes sortes de trucs parce qu'il n'y avait pas de médecin sur l'équipe. Donc là, on gère un petit peu plus. Mais sinon, bien évidemment, les athlètes, leur problématique, c'est souvent des composantes musculo-squelettiques. Donc, on fait le diagnostic, on oriente les athlètes, on éteint des feux,
On prescrit la médication appropriée aux besoins et on suit l'ensemble des athlètes de l'équipe. Quand je fais des jeux comme les Pan Am, les championnats du monde universitaires ou les Jeux de la francophonie, par exemple, qui étaient une année au Niger, une année à Ottawa, là, on a toute une équipe autour de nous. Donc là, il y a des médecins, il y a d'autres professionnels de la santé, il y a des massos. Et là, on va faire un peu de massage, beaucoup de diagnostics et de conseils finalement pour bien gérer, des tapings, des trucs comme ça. En 2 semaines, on éteint des feux. On fait pas de prévention. Les blessures, souvent, les athlètes arrivent avec des petits bobos et puis on essaye de les gérer le mieux qu'on peut. Donc, ça ressemble à ça, mais là, ma vie est très occupée depuis plusieurs années maintenant avec la clinique du coureur. Donc, je me suis rendu indisponible avec l'équipe nationale. Donc, je ne voyage plus trop avec eux. Les derniers jeux que j'ai faits, c'était en Chine pour les universitaires, je crois. En tout cas, ça fait déjà quelques années. Donc, voilà. Justement, quand tu dis que tu accompagnais l'équipe nationale, c'était sur tout sport confondu ou sur un sport spécifique? Non, alors moi, je me concentrais sur tout ce qui était athlétisme et quand il y avait plusieurs professionnels, je me concentrais sur course de fond parce que c'est là qu'est mon expertise. Donc, par contre, tu peux, comme physiothérapeute, faire des jeux importants où tu te rends disponible comme physio et là, tu es dans le village et tu traites n'importe quel athlète. Mais bien évidemment, moi, j'ai aucune expertise dans beaucoup de sports d'hiver, entre autres, et c'est pour ça que je me concentrais sur l'athlétisme et la course de fond principalement. Problème de connexion, mais j'ai cru entendre que tu parlais de la Diagonale des Fous. Là, tu accompagnais ou tu participais à la Diagonale? Parce que tu nous as dit, le max que tu as fait, c'est 75 km. Donc, je comprends plus, je suis perdu. Oui, alors, je suis allé quand même 3 fois à l'île de la Réunion. Alors, j'allais enseigner des cours pour la clinique du coureur. Et j'ai découvert le cirque de Mafat il y a une année avec ma copine. En fin de compte, on a exploré les cirques à la course. Donc, c'était génial, sans s'inscrire à une course. Et en 2019, juste avant le confinement, juste avant la crise COVID, on est parti 40 athlètes, les guerriers du Grand Raid. On est parti 40 du Québec et de l'Europe pour aller à l'île de la Réunion pour courir une des 3 courses, c'est-à-dire la Mascareigne, 65 km, le Bourbon, c'est ça, et la Diagonale. Donc, il y a les 3 courses. Et cette année-là, moi, j'ai couru avec Thomas Laure-Blanchet la course, la Mascareigne, le 65. Alors, pauvre lui, pauvre Thomas Laure-Blanchet, en fin de compte, il décide de m'accompagner, mais c'est pas ce qu'il l'attend, en fin de compte, un Blaise complètement démoli après 20 km. Donc, ça a été un chemin de croix jusqu'à 65. Il m'a quand même attendu dans les ravitaux, donc 2 fois 1 heure, 1 heure et quart dans les ravitaillements. Ça a été une éternité. C'est la course la plus longue que j'ai fait de ma vie, pas en distance, mais en temps. Ça allait pas du tout. Donc, il a fait le chemin de croix avec moi. Il m'a même pris en photo en train de souffrir, en train de mal aller et tout. Bon, voilà. Mais c'était quand même une riche et belle expérience. C'est le dernier trail que j'ai fait assez long comme ça, qui me questionne sur est-ce que je vais en faire d'autres, mais j'aimerais bien quand même. Le confinement est arrivé à point, donc après ça, il n'y avait plus rien eu, donc ça m'arrangeait très bien de me reposer de cette course-là. C'est une longue période de récupération. Voilà. Olivier, je crois que j'ai déjà le titre de l'épisode d'aujourd'hui, ce sera du 800 au 80 000, n'est-ce pas? Tu parlais de photos. En général, on demande à nos invités de nous partager 4-5 photos pour pouvoir illustrer les posts, donc si tu peux nous partager celle de Thomas qui te prend en photo en train de souffrir, ça peut être sympa comme présentation. Alors, je pense que je ne l'ai plus, mais si vous demandez à Thomas, je crois qu'il l'aurait sous la main. Bah écoute Blaise, merci pour cette longue présentation. Ce que je propose, c'est qu'on rentre dans l'épisode de demain un petit peu plus dans les détails de tes activités au quotidien. Tu nous l'as dit, depuis quelques années, tu ne t'es plus mis en disponibilité par rapport à l'équipe nationale du Canada, mais plutôt pour te consacrer à une autre activité qui t'est chère, et on rentrera un peu plus dans les détails demain. Super, good. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!